je disais comme ça à certaines personnes, quand vous voyez une voiture Peugeot, dites-moi, qu'est-ce qui appartient à Peugeot dedans? Il n'y a que le symbole Peugeot qui est le lion. Sinon, tout vient de l'extérieur. Le pneu, il est Michelin. La batterie est Bosch. Les bougies sont Bosch, nous dit sérieux. La peinture vient d'ailleurs, les vitres viennent d'ailleurs, les calculateurs viennent d'ailleurs. L'Occident a compris qu'il faut être uni pour rassembler les choses. Moi, je pose une seule question. Comment rassembler la pensée technique de l'Afrique pour le développement de l'Afrique? C'est ma question. J'essaierai d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, comment rassembler déjà les Africains avant de parler de la technique? Il y a quelque chose de fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure, un homme heureux est libre. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas être libre. Or, les gens qui sont enchaînés, vous leur demandez de se mettre ensemble, alors que l'union, c'est quoi? C'est la chaîne. Allez dans tous les groupes, même ésotériques les plus élevés, même dans la religion, parfois on s'assoit et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants ici. On a dit que là où 2 ou 3 personnes sont, c'est que bon, les Africains sont les docteurs en tout ça là, mais tout le monde sait. Quand c'est pour réciter ce que les autres ont dit simplement, on est fort. Mais pour appliquer, l'Allemagne a fait la guerre à la France. L'Alsace-Lorraine a été discutée, déchiquetée, il y a eu des morts et tout, il y a eu 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas revenir à la première. Mais aujourd'hui, le premier partenaire de la France dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Je suis dans la spiritualité là maintenant. Il y a des frères qui ne veulent même pas se renifler. Ou des sœurs. Je dis même se renifler. Et quand tu cherches le mobile, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà les gens qui se sont battus, ils ont affûté les armes, ils ont la capacité à dépasser ses instincts, ses émotions, pour sauver ses intérêts. Ça s'appelle la liberté. Et la liberté, c'est la conscience. Et vous ne pouvez pas garder un bien commun si vous n'avez pas la même conscience élevée. Comment tu vas discuter avec des gens qui peuvent te scier le pied pendant que toi tu es en train de vouloir faire l'immeuble? C'est aussi ça qu'on reproche souvent. Vous savez, je suis né dans une famille d'élite et beaucoup d'agrégés et tout, et de savoux, de sachants. Et parfois dans nos villes, pays et villages, on reproche à l'élite de teinter les vitres, d'être égoïste. Après, ça peut paraître facile, mais quand vous questionnez aussi parfois l'élite, le type vous dit, mais chaque fois que j'ai baissé la vitre, on veut me mettre un petit caillou. Donc, comment faire pour ne plus avoir peur, n'est-ce pas? Comment faire pour pardonner? Comment faire pour avancer et pour partager les mêmes rêves? La Peugeot dont vous parliez là tout à l'heure, vous avez fait un très bel exemple. Mais tout aujourd'hui est conglomérat. Communiquer avec, aller avec l'autre, mutualiser les forces. Mais il faut aussi, on dit chez nous que les fourmis de grosses têtes ne marchent qu'ensemble, ou les singes d'une même taille ne se partagent que les mêmes troncs d'arbres ou les mêmes branches. Mais comment donc élever tout le monde pour qu'au moins on ait la même conscience? Vous savez que parfois je suis à Paris, j'ai vu des vidéos où un petit éboueur à la RATP ridiculise un docteur africain. Il lui dit, mais écoute, laisse-moi tes choses, docteur, voilà, c'est mes ancêtres qui t'ont enseigné, ne fais pas le malin avec moi, et tu ne peux rien m'apprendre. Donc il traîne avec lui la conscience et l'héritage des victoires engendrées par ses aïeux. C'est ça qu'on appelle aussi la conquête. Donc désir de conquête, désir de grandeur.
désir de rêve et désir de force, donc mutualisation, c'est tout. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Cissé, je suis comptable au port autonome d'Abidjan. Alors, j'aimerais poser une question au politologue, le visionnaire politique, si je puis m'exprimer ainsi, concernant l'Afrique et la jeunesse africaine. Quelle vision quelle vision devraient avoir les jeunes Africains ou doivent avoir les jeunes Africains sur le plan politique? Quelle vision politique pensez-vous que les jeunes Africains devraient avoir, à votre avis? La jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Je viens d'un pays, le Cameroun, où j'ai été le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle là-bas. La dernière, c'était en 2018. Et déjà en 2015, j'avais décidé de le faire. Et je viens vous dire que je suis pas très éloigné du cercle politique. Dans toutes nos familles, nos papas, nos mamans, vous mettez là-dedans dans le parti unique, le parti au pouvoir, et c'est la même région, le sud, le ceci. Bon, vous ne pouvez pas. Il y a une tribalisation. Alors, ce que je veux dire, c'est que juste à l'annonce de ma candidature, les ennemis sont sortis de partout. Même le président Biya, hier, il était bien au courant, puisque lui au moins, je lui ai envoyé des livres. Chaque fois que j'écris un livre, le président Biya, on dit qu'il est vieux, mais il dit allez me prendre 10 livres chez le monsieur là. Donc il connaît ce que je pense. Et j'ai dit je vais le battre. Et il riait. Et c'est tout. Alors l'adversité est venue des jeunes qui voulaient me démolir. Déjà, ils ne savaient pas si je disais juste ça pour ouvrir un déclic. Donc c'est très dur pour la jeunesse africaine de s'affirmer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et ce transfert de lâcheté et de fatalité est quelque chose qui nous touche jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand je discute avec mon père, je discutais parce que mon père est parti. D'ailleurs, c'est pour ces raisons-là que j'avais arrêté ma candidature, parce que beaucoup de choses pourraient se dire. Et déjà là, à partir de ce jour-là, on me regarde différemment, parce que j'ai osé dire que j'étais candidat. Donc même dans ta famille, j'ai un homme qui m'a dit, ne viens pas nous amener les problèmes ici. Mais en réalité, mon père me disait, on a trop lutté. Les combats là, c'est vous qui allez les mener. Moi-même, la barbe blanche m'a envahi, je dis la même chose à mes fils. Et puis mes fils m'ont aussi dit, mais nous on s'en fout, peut-être nos fils. Il faut savoir que chaque génération, comme disait Fanon, a une mission, l'accomplir ou la trahir. Il faudra à un moment que la jeunesse africaine se lève et soulève ce saut de fatalité qui nous maintient dans l'esclavage mental, spirituel, physique, économique, qui quelque part ça cesse. Mais si nous tous on est condescendants, ou on est conciliants, ou on est collaborateurs, on est défaitistes, vous croyez qu'il y aura une génération après nous qui sera plus forte? Donc, la jeunesse africaine, à un moment avec les savoirs déversés qu'il y a aujourd'hui, doit pouvoir choisir la route avec force, abnégation et lutter davantage. Moi, si je savais donner les coups de poing, c'est avec les coups de poing que j'allais le faire. Mais moi, je soigne les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Je m'arrête là et je dis aux autres, faites aussi. Prenez vos responsabilités, jeunesse africaine. C'est bon, on a un deuxième micro. Bonsoir, je suis Ibrahim Benrama, je suis administrateur de société. Ma question, mon cher politologue, je voulais savoir, nous qui avons un peu la chance de voyager, de parcourir le monde, on tombe par moments très souvent sur des jeunes africains comme ça, pétris de talents, brillants, intellectuels, souvent écrivains, et par curiosité on achète leur bouquin, on trouve des choses très intéressantes là-dedans.
je voulais savoir, est-ce qu'il existe une mutualisation de vos actions? Est-ce qu'il existe un réseautage ou parce que de loin, nous, on vous observe comme des loups solitaires, des gens qui chacun a son territoire. Et puis, je voulais savoir, est-ce que la jeunesse africaine consciente et intellectuelle comme vous, est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous parlez? Alors, il y a chez nous une belle formule qui dit toujours qui est derrière toi. Un vrai homme n'a pas besoin de quelqu'un derrière lui, ou bien on se comprend. Alors, le réseau, il faut le créer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'y accède pas. Je vous prends un exemple. Vous me permettrez peut-être de faire une entorse pour dire merci encore à vous tous qui êtes là, mais j'aimerais quand même saluer des aînés qui sont dans la salle, si je ne l'ai pas encore fait, mais qui sont des frères et amis, parce que moi je n'ai pas grandi avec la notion d'âge, j'ai grandi avec la notion de feeling. Moi je suis le petit qui est vieux. Mon père ça dit tu as 4 yeux. Alors, quand j'arrive et que je trouve qu'il y a 30 ans, j'ai des aînés qui sont déjà dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils ont forcément ouvert la route, et c'est du talent. Est-ce qu'on peut, il ne me l'a pas demandé, est-ce qu'on peut applaudir pour Constiega? Est-ce que vous vous rendez donc compte que quand j'arrive, je dis à un aîné, un autre aîné, que j'arrive à Abidjan? Il me dit, c'est petit pas lui qui me dérange en ce moment, mais je peux même venir te prendre à l'aéroport. C'est moi qui lui dis non, repose-toi, et je m'installe, et soigne-toi, mais fais un effort. Il me dit, je ne peux pas, je viens à ta convocation. Yves de Bélin dans la salle. C'est un réseau important. Et puis, vous avez vu mon frère Aristide Kenda, avec qui je partage beaucoup de choses, qui est là, c'est mon ami et frère. J'ai mon cousin, comme on dit en Europe, mais c'est mon frère, Jojo Ekowe, patron d'entreprise, qui est là. Mais lui, je ne lui ai même pas dit que j'arrivais. Pour vous dire que le réseau ne tient pas compte du lien de sang, mais ça tient juste compte de ce que vous êtes amoureux de partager les mêmes pensées. Mais il sait que je ne peux pas venir sans lui dire, et c'est lui qui me dit, tu manges avec moi. Et voilà Malik Soumoro, qui est un vrai Ivoirien, comme on dit. Roche est un vrai Ivoirien. Enfin, toute la salle, c'est un réseau. Vous aussi, vous devenez mes frères parce qu'on fait un réseau. Madame Koné m'a amené manger, c'est un réseau. Alors, si on reste, pour répondre à votre question rapidement, pour dire si je reste dans mon salon parisien en attendant que le réseau se tisse, il n'y aura pas de réseau. Le réseau, c'est une création. Et vous êtes ici, les cartes de visite vont s'échanger, on va créer un nouvel espace d'amitié, d'échange, de contact, mettre les gens en réseau. J'ai parlé du cerveau collectif. Voilà la matérialisation d'un cerveau collectif. Vous voulez que je fasse comment? J'ai fait une conférence ouverte. Vous n'allez pas aussi aller prendre... Des gens disent que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je vous ai dit que la conscience est notre premier danger. Les gens ne sont pas intéressés. Et vous savez que l'esclave, parfois, a atteint des niveaux de petite conscience où il est convaincu que l'esclavage est un bienheureux événement. C'est-à-dire souffrir, être esclave, souffrir, payer, ne pas avoir des objectifs, la limitation, c'est un destin. Ah, moi c'est mon destin. Il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin.
destin glyqué, comme les hémoglobines. Ça veut dire que c'est parce qu'on est en train de refuser la fatalité ou le destin imposé qu'on est en train de réaliser son destin. Et c'est en faisant le réseau, en venant tisser les relations humaines, se frotter à l'homme, qu'on découvre un nouvel humanisme, une nouvelle famille. Et tout est secte. Si je le dis, n'ayez pas peur. Secte comme regroupement, secte comme ordre. C'est pour ça que vous voyez que les sociétés évoluées ont compartimenté les secteurs en ordre. L'ordre des médecins. Si tu n'es pas médecin, tu ne vas pas entrer là-bas. C'est un réseau. L'ordre des journalistes. Bon, encore qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui peut être journaliste ou pas. Quelqu'un peut mettre son WhatsApp, son live Facebook là-bas à Bobo, il dit aller tuer les autres qui tuent les autres. Alors que la vidéo, voilà, de deep fake news. Donc, en réalité, l'ordre des architectes, c'est pour qu'ils soient ensemble. L'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des bacs, l'ordre des électriciens, l'ordre des... Et c'est quand on s'est regroupé pour défendre nos intérêts qu'on se retrouve en corporation. Donc on a déjà les mêmes visions et on avance. C'est valable pour la banque, la finance, les entreprises. Et si vous n'avez pas l'information, vous n'aurez jamais accès au réseau des autres. Et il faut qu'on le travaille. Bonsoir Martial. Bonsoir. Je suis Aristide Ganagana. Alors, je veux revenir sur le cerveau collectif. Ce que je retiens, c'est que tu poses la problématique, la pertinence de la réappropriation de mon regard sur la force du discours dans la vie est porteuse. Surtout, tu as parlé des trois éléments hypostatiques, c'est-à-dire l'alimentation, la santé et la spiritualité, avec insistance sur la spiritualité. Si tu as fait la différence entre le leadership et le management. Or, il se trouve que le leadership, c'est une affaire de posture. Et je veux qu'on parle de posture, leadership. Parce que quand on parle de leadership, si vous n'êtes pas dans la posture normale, vous êtes dans l'imposture. Et quand les gens qui sont dans l'imposture, ils pensent qu'on les insulte. Non, un imposteur, c'est quelqu'un qui est dans une posture qui n'est pas réglementaire. Donc, pour créer dans le cerveau collectif, il faut justement le choix qualitatif des personnes qui forment ce cerveau collectif. C'est justement le processus de ce qu'on appelle le groupe d'esprit maître. Il faut donc que tu arrives à nous expliquer c'est quoi pour toi le vrai leader. Est-ce celui qui est porteur de sens, celui qui est donneur d'ordre ou celui qui est leader coach? Ensuite, tu as posé le véritable problème avec Darwin, avec l'évolution de l'homme. Parce que justement, Darwin explique que le loup et le chien sont des races différentes. C'est simplement lorsque on dit que l'un est supérieur à l'autre que ça crée un problème. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une aliénation spirituelle qui fait que les Africains sont incapables de connecter leurs batteries matérielles aux batteries matérielles pour activer les batteries autopropulsives pour induire avec succès leur puissance énergético-capacitaire? Est-ce que ce n'est pas ça la clé au plan spirituel? Je vous remercie. Alors, la question de la spiritualité est la question fondamentale en Afrique. Alors, est-ce qu'on aura le courage de l'aborder ici? Est-ce qu'il me revient à moi de vous amener vers ce schéma-là, sans minimiser personne? Mais si j'ai appris des petites choses sur la spiritualité, c'est qu'il ne faut pas trop s'y aventurer quand on n'est pas sûr d'avoir une grosse coquille. Et est-ce que les gens sont prêts à écouter? Et dans ta question, il y a la notion de leader et de manager. Le leader implémente la vision, le lead conduit, et puis le manager est chargé d'implémenter les politiques tracées par le leadership, donc un ensemble de pensées, de structures et de réflexions. Mais maintenant, le leader aussi doit affronter toute l'adversité. Il n'y a pas de vie de bisous. Quand les Africains ont eu l'indépendance en 1960 pour la plupart,
On a commencé plutôt à faire la musique indépendante, tcha-tcha. On ne danse pas. C'est interdit. Quand on vient juste de nous détacher. Quand vous venez de détacher un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il court d'abord. Il court très loin. Il dit jamais plus. Et en anglais, ça s'appelle le never again. L'Africain ne sait pas ce que c'est que le never again. On t'attache pendant tous ces siècles-là qui font... Enfin, moi, ça me fait pas mal. Ça me fait rire. Et je discute souvent avec des amis rabbins à Paris qui disent me ton guide là, tu fais le malin, mais écoute, nous les Juifs, ça fait 230 ans qu'on a été aussi esclaves en Égypte et tout, il fallait qu'on ait un leader, Moïse. Je dis, mais c'est vous les Juifs. Aujourd'hui, vous fabriquez les drones les plus puissants et tout ce que vous voulez, logiciels. Donc, c'est pas la même chose. Il dit, alors, mais pourquoi tu me parles de 400 ans d'histoire, même quand je te dis, bois un peu de vin? Je dis, non, moi, ça m'embête. Parce que nous, l'esclavage, là, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'il y aura des Moïse? Est-ce que Dieu n'envoie pas un leader à chaque peuple et chaque peuple le refute, le tue ou le rejette parce que le peuple n'est pas armé? C'est une vraie question. Quand Sankara arrive au pouvoir, je peux vous dire qu'il dérange beaucoup de gens. On ne va pas refaire l'histoire. Et si c'était le Dieu des Burkinabés, le petit leader divin? Ici, vous avez... Moi, j'aime la politique parce que je l'ai étudiée. J'ai aucun... Si je fuis la politique, c'est un chauffeur de Baka que je respecte qui va faire la politique sur Facebook. On a peur. Vous avez la chance dans un pays d'avoir du vrai leadership, surtout en ce moment. Le président Ouattara est un vrai leader. Mais vous avez ici, dans ce pays, un père fondateur qui s'appelle Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a conçu son pays comme un pygmée. C'est un agriculteur au début. Il sait qu'il faut que la graine mette du temps. Donc il est allé en France, il était député, il voit. Il a rédigé les lois. Il a vu les amendements, il a vu comment les Français, là, ses amis, faisaient les secrets pour l'argent, le développement et tout, les 30 glorieuses, Pompidou, enfin De Gaulle, Pompidou, jusqu'à, et puis tout ça là, Mitterrand. Donc il connaît la France dans son fond intérieur, et quand il est rentré, il dit, on va aller là-bas. Il y avait deux groupes de panafricanistes, le groupe d'Accra, avec les Kwame, tout ça, les Ben Bella, même au nord en Algérie, on ne va pas revenir, je ne fais pas l'histoire, je n'ai pas le temps. Mais il faut retenir, vous avez Google aujourd'hui. Et puis, le groupe d'Abidjan était isolé, non? Oufou était seul. Oufou a compris que, mais, il faut frotter ces gens. Le plateau n'a pas été construit avec vos beaux yeux. Il fallait aller prendre le savoir, faire venir les gars. Il a dit, mais en fait, c'est aussi votre pays. Si vous voulez même prenez tout, mais nous, on est quand même là. Et quand vous mettez l'autre en confiance, il se met à vous donner. C'est comme une femme. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous menacez votre épouse, vous lancez des gros mots, parce qu'au bureau, vous avez fait la poubelle, on vous a grondé comme un petit enfant, vous venez déverser sur votre épouse, vous n'allez pas bien manger. Or, si vous arrêtez un petit cadeau, un petit truc et tout, maintenant, quand vous servez même au lit, et ça marque beaucoup à l'Africain qui instinctivement veut tout casser. Nous voulons notre pays. Nous voulons. Alors, un pays qui est indépendant en 1960, ça veut dire qu'il faut assumer, la monnaie va venir d'où? Les enseignants, la santé, les médecins et tout. Il faut recréer tout. Vous avez déjà insulté l'autre. Vous êtes dans la guerre. L'autre commence donc à verrouiller pour avoir 100 ans d'avance sur vous. Donc le leadership doit être questionné. C'est une manière intelligente de lire entre les courbes de l'histoire. L'histoire est historisante et historicicienne. Et c'est Mitterrand qui l'avait défini ainsi. Donc il faut savoir lire que quand le pays va, où je m'approche pour avancer, c'est ça le leader. Maintenant pour la spiritualité, il faudra du gros travail. Il faudra dire aux Africains, pourquoi tu es même chrétien? Il ne peut pas te répondre. Mais si tu lui dis ne sois plus chrétien, il va alors être quoi? Africain ne veut rien dire, on n'a rien écrit. On a des choses. On rêve d'une spiritualité racontée. Mais la spiritualité commence par la religiosité des textes. Quand vous lisez un vrai livre biblique, un vrai texte, Épître aux Romains, les psaumes et tout, les gars ont écrit ça il y a 2-3 siècles,
non, 2000 ans, pardon, c'est violent. On va vous dire que c'est des textes d'Osiris, d'Égypte et tout, mais c'est où? C'est les hiéroglyphes. Qui sait lire? Personne. Il y a 2 ou 3 érudits au Benga et tout. Mais qu'est-ce que vous faites pour nous expliquer, pour qu'on sache? Cheikh Anta Diop ne vit plus. J'étais à Abu Dhabi. J'étais reçu par des bonnes autorités de Tchèques là-bas. Et il y a beaucoup d'Africains là-bas. J'ai remarqué que tous étaient musulmans. Mais tous avaient la marque ici au front. Et je demande, mais pourquoi ils ont la marque? On dit c'est la prière. Eh bien, pourquoi les Arabes blancs, eux-mêmes n'ont aucune marque au front? Pourquoi l'Africain brûle beaucoup la tête et fortement, plus que celui qui a... Vous voulez la Mecque à la place des autres? Donc, ces questions, je ne condamne personne. Mais je dis, quand on est mature, en vieillissant, on se dit, mais pourquoi tu es là-bas? Alors maintenant, dès qu'on a dit ça, on remplace alors ça par quoi? Et je vous renvoie à la question. N'oubliez pas qu'on va manger un peu après. Il y a la dédicace aussi. Merci, monsieur le politologue, pour l'exposé que vous nous avez prodigué. Ma question, on nous dit que la jeunesse est l'avenir de demain, ou l'avenir de demain. Et je me rends compte que la majorité de notre jeunesse est manipulée par nos politiques. Je souhaiterais que vous résumiez en quelques lignes comment faire comprendre et faire sortir nos jeunes. Parce qu'ils se disent que c'est lorsqu'ils entrent dans la politique qu'ils peuvent s'exprimer. Vous, en tant que politologue, comment vous pouvez résumer cet impact? Je pense que c'est un impact négatif pour moi parce que les politiques les manipulent. C'est une bonne question. Je vais aussi aller rapidement. Je puis seulement me permettre de vous dire que la politique, c'est la vie. Ça ne peut pas être une mauvaise chose. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Et comment on le fait. Vous avez vu? J'ai une image qui me fait toujours rire. La politique, c'est l'art de marcher sur les œufs sans les casser. La politique, c'est une guerre sans effusion de sang. La politique, c'est, comme on dit souvent chez le Ndjangi, c'est-à-dire une sorte de cotisation d'idées. On revient dans le cerveau collectif. Mais en Afrique, l'éducation des masses ne peut pas conduire aujourd'hui à la libération de la pensée, dont la politique. Les peuples aboutis, c'est les peuples qui sont toujours à 2 doigts de la guerre. Mais les peuples qui ne sont pas aboutis sont dans la guerre permanente. Tout le temps. Le tribalisme, le sectarisme, la xénophobie, le ceci. Et nous venons d'un pays où il y a eu une histoire douloureuse. Je viens vous dire, chers frères et sœurs, oubliez ce passé qui doit être dépassé définitivement. La guerre, comme disait Clémenceau, c'est pour que l'idiot d'en face meure. Non, le soldat idiot d'en face. C'est pas pour que nous. Hein? Déjà, vous voulez aller dans les combats, la conquête, le monde et tout, mais il y a déjà un bang ici. Vous comprenez, c'est compliqué. Alors, je revenais sur la notion de la grandeur en politique. Chaque parti politique dans le monde a les universités d'été. En France, précisément. Et j'ai fait mes classes dans le Parti socialiste. Vous avez tous les étudiants, l'été, juin, là, c'est les partis, c'est les universités d'été. Enfin, l'école des cadres, comme on disait dans l'UPC ou le RDA, tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout le monde veut être président, et très vite. Donc, on a oublié que le matériau politique, c'est l'humain, et c'est l'homme, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, on leur donne des armes très violentes. La politique est très violente. Et je reprends sur la Côte d'Ivoire et je pèse mes mots. Oufoué a eu une vision et c'est une très belle femme. Il a laissé le pays entre les mains de 3 grands-fils. D'ailleurs, le président Bédier, qui était un peu son héritier
on va dire, clanico-spermatique. C'est son bébé. Et vous savez aussi que parfois les bébés se croient. C'est pour nous. Et puis, en face, il y avait Laurent Gbagbo, qui est aussi son fils. D'ailleurs, il a dit, heureusement que tu me ressembles. Toi. Heureusement. Sinon. Donc, Nana Oufou avait compris que Gbagbo, c'est son fils aussi. Et puis, comme l'histoire ne triche pas, maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut appeler l'autre fils. Même si on ne l'aime pas trop, on finit par l'admirer parce que lui, il a la science. Il sait de quoi il parle. Et il peut avoir la solution à ce qu'on a comme problème. Et il dit à Ouattara, viens ici. Et vous avez encore la chance que les trois soient vivants. Les trois ont déjà été présidents. Et l'avenir de la Côte d'Ivoire, en termes de legs d'héritage, va leur échoir. C'est-à-dire, ils forment ce qu'on appelle un triangle équilatéral, comme disait mon oncle, regretté le professeur Roger Gabriel Leb. La mystique de la Côte d'Ivoire repose sur trois personnes. Équidistantes. Mais aujourd'hui, c'est un qui est au sommet. Intelligemment, si j'avais le pouvoir. Vous savez, les gens comme nous, pourquoi on nous donne la place, c'est dur. Nous, on lutte tellement. Même dans l'eau, tu luttes souvent. Moi, ma vie, on va en parler peut-être, mais ma vie est compliquée. Mais, si par hasard, vous qui êtes à côté de ces illustres, vous pouvez leur dire, comme un oracle, que c'est à eux de déterminer le destin de cette jeunesse et de ce peuple ivoirien à qui il appartient d'affronter un demain encore plus dur. C'est-à-dire que ça passe par la réconciliation. J'ai appris que le président Laurent Gbagbo rentre le 17. J'ai vu son billet. C'est une chance. J'ai appris aussi que le président Bédié est là. Il est en santé. Et le président Ouattara, qui est un très grand homme, j'assume, a la lourde responsabilité, et on revient sur le leadership, de faire que le bateau ne targue pas. Je peux lui dire comment, mais ce n'est pas ici. N'est-ce pas? Et je n'ai pas peur et honte. Moi, j'assume. Et pourquoi je dis que Ouattara est un leader? Ça revient à la question de politique. Parce qu'il est en train de vous montrer ce que c'est que la politique. La politique, ce n'est pas de l'excitation. La politique, c'est l'agencement des accords qu'on a avec les autres pays qui nous guettent. Vous avez un type qui a géré l'argent du monde entier par ses connexions, PhD en Pennsylvanie, tout ça. Je ne suis pas payé pour. J'ai l'honneur de travailler pour quelqu'un quand je ne suis pas payé. Voilà. Mais ma conscience m'oblige à le dire aujourd'hui, parce que je ne sais pas si je reviendrai en Côte d'Ivoire. Vous avez un monsieur qui connaît ce que c'est que la mystique du monde, l'argent. Tout ce qu'on dit là, même la spiritualité, quand vous entrez aux États-Unis, c'est dans le biais du dollar qu'on dit God we trust. Ah oui. Tu cherches Dieu partout, on y va d'abord prendre le dollar, tu reviens nous dire. Alors, vous avez quelqu'un qui a géré la Banque mondiale, le FMI, partout où les mystiques là mettent leur argent pour prêter aux autres pays. Et il est votre président. Ah! Mais vous devez même les sauver pour qu'ils meurent vite. Parce qu'il a beaucoup de touches. Il peut, tous les enfants qu'il a vus là-bas comme stagiaire, qui a recruté, parce que quand vous êtes directeur général, adjoint, ça peut passer par un conseil d'administration, mais vous avez le pouvoir de recruter. Alors, tous les enfants qui sont directeurs aujourd'hui dans le monde du FMI, tout cela, c'est ces enfants. C'est eux qui donnent l'argent. Je m'arrête rien que là. Donc même quand on repartit l'argent, vous entendez l'argent, le Covid a disparu, tout ça là dans les pays, lui, les petits nous disent, papa, on te met combien? Il dit, envoyez tout ça, il faut la baie de crocodile. Il faut une nouvelle tour, il faut ceci, il faut que l'économie... Vous croyez que la Côte d'Ivoire est si riche que ça? C'est récemment qu'on a découvert le pétrole, un petit truc comme ça. Vous croyez qu'on s'enrichit avec le cacao? Les VA? Vous voyez les investissements qui sont dans votre propre pays. Vous êtes sûr que même le métro, le cacao peut payer le métro?
Ah non, il faut ouvrir la technologie, la science. Il faut montrer aux autres que vous avez la conscience élevée. Et l'autre ne peut que te faire confiance quand vous avez le même volume d'intervention intellectuelle, de compréhension des choses du monde. Moi, j'étais à Paris quand on a appelé tous les chefs d'État là récemment, ils étaient 18. Les autres... Et c'est là où il y a une malhonnêteté de la jeunesse africaine politique, une certaine. Disons aussi ce qui est bien. Votre président Alassane était traité comme un pape parce que vous étiez dans une réunion d'argent. Le président du Congo, c'était la première fois, il ne savait même pas par où aller. Lui, tout le monde le salue avec 2 mains. Mais même quand les gens voient les vidéos, ils refusent d'admettre. Et vous avez des immeubles et tout ça qui pousse. Vous croyez que ça tombe du ciel? Si vous n'avez pas applaudi pour vous, moi je m'en vais. Mais un pays comme ça donc, mais c'est à vous d'être intelligent. Nous on est venus ici, on a plus de 15 000 euros de ma poche, de notre poche. Vous croyez, pourquoi je ne vais pas dans un pays, pourquoi je ne vais pas en Centrafrique? Qui m'attend là-bas? Non, c'est pas pour dire que c'est méchant. Hein? S'il y a des Centrafricains, là, je dis, il y a la paix. Hein? Bibara Momingi. Donc, je ne vais pas polémiquer, mais je vous prends juste un exemple concret. Quand je prenais mon petit déjeuner hier à la terrasse, j'avais l'impression que tout le monde entier était là. Et plus le temps passait, plus les Noirs rentraient dans leur quartier, zone 4, tout ça là. Et on est resté entre les gens de même couleur. Hein? Alors, et pour terminer, justement, je l'ai dit à l'émission hier, je pense, et je le dirai encore samedi. Déjà, vous voyez qu'un type comme moi, pourquoi on m'invite même dans une émission, il faut bagarrer. C'est pas possible, dans mon propre pays. Est-ce que c'est normal? Ce genre de débit là, est-ce que c'est normal qu'on doit supplier? Hein? Voilà. Donc, je vous disais donc qu'à l'aéroport, moi j'étais choqué. On a dit expatrié, quoi là, français, européen, ici. J'étais là. J'étais aussi là-bas avec les étrangers. Et puis tout le reste était pratiquement blanc. Mes frères là sont malins. Eux tous sont la nationalité ivoirienne, moi je ne savais pas. Ils passent là-bas, ils parlent même en outil. Hey, gars, bien ou quoi? Ils passent. Nous on a fait plus d'1 heure là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Allons là-bas. On dit non, mettez-vous là-bas, vous êtes des expatriés. Je ne comprenais rien. Et donc, voilà l'essence de ce pays. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les autres doivent prélever en tuant ceux qui sont là. C'est intelligemment qu'on évolue en conscience. Les jeunes d'affaires, chacun essaie de tirer. Moi, ici, depuis samedi, j'ai eu au moins 5 opportunités d'affaires. J'ai rencontré des hommes d'affaires de très haute qualité là. Mais si vous n'avez pas la réflexion, l'information qui suit le concept, on ne va pas avancer. Je pense que je me suis arrêté là et on va continuer. Bon, on va prendre une dernière question. Non, laissez les gens poser des questions. On va partir, mais c'est vrai. Okay. On est encore dans le timing. Bonsoir. Je suis Frédéric Moucor, oui. Rédactrice en chef pour Essential Media Group. Oui. Et directrice pour AgroDeal SRL. Alors, j'ai d'abord 3 points à relever. J'ai beaucoup aimé votre prise de parole. Il y a quelques points qui ont attiré mon attention. Malheureusement, je n'ai pas été présente durant votre speech. Alors, je vais partager les 3 points et j'aimerais, s'il vous plaît, connaître votre point et votre avis sur les réformes que nous pouvons apporter éventuellement au niveau de l'éducation. Parce que je pense que c'est un volet important, c'est bien bon de parler aux adultes, de parler à des personnes qui ont déjà... Alors, de parler à des personnes qui... Le micro là, on est quand même au Pulma. Oui, allez-y, allez-y. Bon, allez-y. Oui, oui, parlez. Allez-y. Je disais, c'est bien beau
parler aux adultes et autres, mais souvent, il y a une expression qui dit souvent que un adulte ou une personne d'un certain âge, a la peau dure. Alors moi, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le système éducatif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'observent aussi. Je ne vais pas parler de la vingtaine. Je pense qu'on a un réel souci au niveau de notre système éducatif même. Alors quand je dis système éducatif, je parle plus des pays francophones. Parce que je n'observe pas la même chose pour les pays anglophones. Je réside au Nigeria depuis 2 ans. Oui. Voilà. Et une partie de mes études, je les ai faites dans la partie anglophone du Cameroun aussi. Donc j'ai un peu les deux cultures. Et donc je vais partager mes points. Je disais, le système éducatif chez nous, les francophones, est un peu plus enclin à encourager les enfants à réciter ce qu'ils ont appris à l'école. Donc on ne nous encourage pas beaucoup. Je dis nous, bon, je vais mettre dedans. Après, je suis bien loin de là. Du moins, on n'encourage pas beaucoup nos enfants à réfléchir, à apprendre à trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est réciter, parfois réciter sans comprendre même de quoi on parle. Oui. Voilà, et puis on recrache juste le morceau. Je pense que ça a un impact aussi sur les adultes que nous devenons par la suite. Le deuxième point, c'est... Alors, on peut très bien s'ouvrir, on peut apprendre ailleurs, mais il faudrait qu'on apprenne à contextualiser, à trouver des solutions à nos problèmes en tenant compte du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes bien capables de cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié votre intervention. Le troisième point, c'est le travail en synergie. Alors ça, nous ne savons pas le faire. Et ce qui est bien dommage, parce que je ne vais pas comparer aux pays européens, juste en comparant avec nos frères anglophones, mais nous sommes aux antipodes. Maintenant, au niveau de l'éducation, que pensez-vous que nous pouvons apporter comme réforme? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la donne change? Parce que ça, c'est... Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on rentre. Et même l'éducation à la maison. Il est important que les parents comprennent l'intérêt d'emmener les enfants à réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez nous guider dans ce sens-là? Alors, la question est simple. Voici un jeune. Roche, tu peux te lever 1 minute. C'est le président de l'association des électriciens. Hein? Prouve comment on peut changer la Côte d'Ivoire tout de suite avec la domotique. En 2 minutes. 1 minute. C'est-à-dire que, regardez ce qu'il peut faire, et c'est ce qui existe de mieux partout dans le monde aujourd'hui. Le temps de se préparer, c'est pas prévu, mais vous avez dit quelque chose de pertinent, soyons concret. Qu'est-ce qui empêche, moi, chef de l'État ou ministre dans un pays, je lui donne 50 milliards, il crée Silicon Valley, en Côte d'Ivoire. Il va vous montrer. Ça, c'est ce que les grands techniciens de SFR Boeing font. Et si je l'amène à Paris, demain, il ne sera plus jamais ivoirien. Vous attendez qu'il parte pour qu'il soit reconnu? Voilà un exemple. Vas-y. Oui, vas-y. T'es né? Aline TVN. Aline TVN. Non, allons-y, on va expliquer. Excusez-moi, l'erreur n'est pas accessible actuellement. C'est pas grave. Aline, ventilateur. J'ai le ventilateur rock. Non, c'est pas grave. Non, il va expliquer. Il faut démontrer pour répondre à ça. Éteins ventilateur. Je ne sais pas. Merci, tu sais pas. Éteins ventilateur. D'accord.
Oui, la télévision, la télé, il a limé TV Rock, Même mais il n'a pas limé vidéo. TV1 parce que Voilà. il y a eu plus de courant là-bas. Et quand ça revient, il y a eu plus de courant à Sito. Donc quand le courant se coupe, il faut pouvoir redémarrer tous les appareils. Alors, c'est le fait d'automatiser une maison, la domotique. C'est-à-dire, même si je suis aux États-Unis, en France, je peux contrôler ma maison. Je suis là, je ne suis pas là, c'est comme si j'étais là, avec mon téléphone, mon tablette, tout. Allez-y. Non, la caméra, je l'ai mis juste parce que tu peux mentir. Tu peux mentir. Je peux être un importeur. Donc je mets la caméra juste pour que vous voyez qu'à distance, je contrôle ma maison. Bon. C'est pas l'application. Non, attendez. L'application, c'est juste une commande. Une application, une commande. Maintenant, à l'intérieur, il y a une sorte de serveur décentral. On fait des appareils électriques à la base, on fait une programmation et on dit ce qu'on veut à la appareil. Bon, c'est bon. C'est bon, attendez. Attendez, vous voyez donc que quelqu'un a parlé de réseau tout à l'heure. Enfin, posez votre question, je vais répondre. En fait, ça va, tu peux te sortir. Étant président, moi je suis le formateur de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Voilà. La domotique, par définition, c'est l'électronique de la maison. Avant, vous avez l'électricité de la maison, maintenant c'est l'électronique de la maison. Oui. Donc ça vous permet, à partir de l'Internet aujourd'hui, étant dans votre bureau, sur tous les mouvements, même savoir si la bonne a fait la sauce que vous voulez. Il y a la caméra qui met dessus sur la sauce. Et vous avez la possibilité de lui dire que ça c'est bien, c'est mal fait. Vous comprenez? C'est ça qui est très important. Et vous allez plus loin. Même si vous voyagez, étant à Baké, vous pouvez faire de la simulation chez vous. Allumer de la douche, allumer au salon. Donc les passants pensent qu'il y a quelqu'un dans la maison, mais en réalité, il n'y a personne dans la maison. Et vous faites tous ces mouvements, les gens vont penser que vous êtes dans la maison, mais vous n'êtes pas dans la maison. Ça fait que les intrus vont avoir peur, ils vont dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Mais en réalité, vous n'êtes pas dans la maison. C'est ça la domotique. Merci d'applaudir. Est-ce que vous n'avez pas donc vos Zuckerberg ici? Quand on parlait de leader tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que Dieu a mis dans chaque peuple, même dans chaque famille, un petit, son fils. Je n'aime pas prononcer le nom, quelqu'un peut se fâcher. Mais je vous dis donc de prendre conscience aujourd'hui que l'homme est co-créateur de sa vie et de l'univers. Voilà des enfants qui sont ivoiriens. Vous avez vu un monsieur qui est le patron de la chambre des métiers. Est-ce que vous l'avez déjà vu à la une d'un journal ici? Puisque la question te revient maintenant. Tout le monde est dans la politique. Tout le monde joue les savants de la politique, même à l'envers. Chacun fait le monsieur Jourdain de la philosophie politique, de la sociologie politique, de la technostructure politique, de la métapolitique. Et ça, c'est les notions, il faut passer au moins 7 ans. Parfois, on voit que l'autre là dans les cartons, et lui, il est qui? Non, c'est pas parce que tu peux prononcer le nom d'un président, d'un parti politique, que tu es politologue. Ou tu n'as pas le droit. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on a fait croire à tout le monde que tout le monde peut dire tout. C'est une formation par l'expérience, mais plus spécialement par les moyens académiques. Voilà donc un pays qui se respecte. Vous savez qu'en France, tous les ingénieurs, là, tous les créateurs, Xavier Niels, le gars qui a Free, hein, les Patrice Drahi, le gars qui a BFM, tous ces gars-là, c'est d'abord des cerveaux. Et qui a créé cette mentalité-là? C'est le président Giscard d'Estaing, qui est un polytechnicien centralien. C'est lui qui a mis tous les plans de De Gaulle en pratique. Et c'est mon parrain en politique. Et c'est mon père. Et j'ai vu ça. Donc quand je viens en Côte d'Ivoire, je viens présenter à la Côte d'Ivoire des fils qui sont extrêmement brillants. C'est qu'on n'a pas le temps. La réflexion nous fait peur. Les gens veulent faire autre chose. Si j'écoutais même certains, j'allais même abandonner tout ça. Mais c'est l'avenir ici. Alors dans un milieu ouvert, où toutes les sociétés du monde sont représentées, il y a même des sociétés, j'ai vu le complexe de Bolloré ici, qui est plus grand même que chez lui-même. Et puis les Astigny en Coran, et tous ces gens-là,
Les bâtiments, les immeubles qui se créent, vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de domotique? Vos maisons, là, vous croyez? Moi, je marche avec ce petit, il dit donne à manger au chien. L'appareil dit le chien a mangé. Je dis, mais arrête tes histoires. Il dit, mets la lumière à la véranda de derrière, nourris les plantes, arrose les plantes. Ça le libère. Parce que l'homme, on parlait de la création tout à l'heure, de l'évolution. Le progrès aujourd'hui, c'est le temps de cerveau disponible et libéré des tâches matérielles, manuelles. Or, chez nous, la grand-mère va encore avec sa machette. L'autre porte encore le truc au bureau. On est lourd, on est dans le Moyen-Âge. Pardon, excusez, comme on dit à Abidjan. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il faut libérer le cerveau des tâches manuelles et mécaniques pour qu'on se consacre vers les savoirs pointus. Je réponds à votre question parce que cette conférence est extrêmement liée, point par point, mais tout ça va tourner autour de l'évolution, du progrès et surtout de la liberté. Être heureux, c'est quoi? Ce n'est plus toi qui dois aller à 18h mettre la lumière chez toi. Alors que tu es en réunion, tu cherches ton argent, tu es en train de chercher Dieu au plateau. Il faut encore aller mettre la lumière. Alors que tu commandes ton esprit. Et c'est ça. C'est là où les autres vont nous taper, même pour 1000 ans. Mais l'équilibre des forces fait qu'en les côtoyant, voilà la preuve, non? On peut prendre, non? C'est pas nos sciences. Ça, on peut basculer maintenant dans la cosmogonie mystique africaine pour vous dire que c'est rien d'épatant. Nos papas faisaient ça. Mais ils sont morts là avec trop de choses dans le... Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, vous voulez parler de la physique quantique, l'internet quantique, la chimie quantique, l'expérience du chat de Schrödinger, le facteur X de boson. Ça, c'est des choses que les gens essayent de nous expliquer aujourd'hui. Les Einstein, la loi de la gravitation 1915. Mais en réalité, quand vous poussez loin, c'est tout ce que l'Africain est. Et mon grand-père me disait, vous savez, vos histoires de blancs là, eux ils étudient les mouvements, les phénomènes, nous sommes ces phénomènes. Si je veux devenir le tigre à minuit, je deviens le tigre. Vous avez dans nos villages avant des mamans qui dormaient ici, mais elles allaient danser à New York. On dit c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, ça montre plutôt que c'est nous qui n'étions pas accordés et elles sont mortes à ces secrets. Parce qu'en réalité, la distance est égale à quoi? Vitesse fois le temps. Or, on a les trains qui vont à 2000 km/h, 1500 km/h. Ça veut dire que Yamoussoukro, Abidjan peuvent être fait en 3 minutes. N'est-ce pas? Ça veut dire, pendant que je parle ici, elle est déjà arrivée. C'est pas ça que ma grand-mère, vos grand-mères faisaient. Mais le blanc a donc cherché à tuer le temps. Et quand tu tues le temps, dans cette définition, distance est égale à vitesse fois le temps est égal à 0, donc la vitesse va être égale à 0 et la distance est égale à 0. L'isostasie. Et c'est pour ça que je dis on ne peut pas aller très loin. Je suis un mystique. Mais maintenant, je vais vous expliquer. Et j'ai dit au début que le savoir doit se savoir désormais. Il est hors de question que tu saches des choses, on te dit sois humble. Mais le tombeau n'attend pas les gens humbles, les gens humbles. Laissez ça, quand on sera parti, l'humilité va nous ramener. Hein? L'humilité va se charger, le deuil se charge de faire notre humilité. Mais pendant qu'on est là, c'est le désir de grandeur qui a amené les conquêtes. Les gens étaient assis chez eux, ils ont froid, il faut tuer un bison pour se protéger. D'autres mouraient, les pestes, tout ça là, les pestes, tout espagnol. Les gars sont obligés de fabriquer les barques pour aller chercher la vie, les épices, la nourriture et tout, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Et ils arrivent sur les côtes africaines, ils trouvent Manianya Moukoko en train de se gratter les oreilles. Hein, le porc épic saute ça dans la marmite, Agouti vient aussi, il y a les plans de ces gens-là. Le cocotier tombe, le bananier, c'est des gars. Et puis les crevettes alors sont couchées partout. Les Portugais disent, mais ça c'est quoi ça? On dit, c'est les crevettes, prenez. Les gambas, c'est les rois qui mangent ça chez nous. Ah non. Et c'est ça. Donc c'est la quête de l'intelligence qui amène à la connaissance poussée. La connaissance, c'est l'addition du temps, de l'attention.
Voilà. On a fini? Ah, Malik. Après, on va... Quand on a le temps de parler, parlons aussi un peu. Mais il ne faut pas conduire trop. Allons-y. Bonsoir Martial, félicitations. C'était un brillant exposé. Je m'appelle Jean-Philippe. Je suis directeur dans une multinationale basée à Abidjan. Et c'est le plaisir que j'ai eu, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu l'occasion d'écouter ton laïus tout à l'heure. Je vais partir du début. Il y a quelques années, je t'ai découvert sur les médias, dans les médias, pardon. Et j'avais été impressionné par une prise de position il y a quelques années sur une situation avec des planteurs. Je crois que c'était des plantations, on ne va pas faire la publicité de cette entreprise. Tu avais fait une vidéo qui m'avait beaucoup touché. Oui. Tu incitais les jeunes à ne pas se laisser faire parce que la multinationale exploitait de la banane, je crois. Tout à fait. Terre. Oui. Je crois que c'est la première fois que moi que je faisais l'expérience de ton engagement. J'étais tout de suite classé dans les iconoclastes. Quelques années après, je t'ai retrouvé en politique, engagé pleinement, résolument, avec des diatribes parfois acerbes contre tes opposants, contre les autres compétiteurs. Je trouvais ça, j'ai un avis dessus, mais c'est personnel. J'ai un avis sur la politique en général telle qu'elle est faite en Afrique. Et aujourd'hui, tu as ta casquette de politologue. Or, je me pose plusieurs questions. La question principale viendra à la fin, mais je me pose la question de savoir est-ce que tu n'as pas l'impression de faire une chose et son contraire, c'est-à-dire être politique et en même temps être politologue, parce qu'il y a un devoir, il y a une exigence d'objectivité quand on est politologue. En politique, on a forcément un parti pris, on a forcément des opinions bien tranchées, bien arrêtées. Et pour t'avoir un petit peu écouté ces dernières années, avec de nombreuses vidéos que tu as faites, j'ai pas souvent perçu le fil conducteur. Et c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a certaines fois où tu as été très acide envers les politiques coloniales, envers certaines positions coloniales, on va dire, de l'héritage colonial, j'entends bien. Oui. Et parfois, tu as prôné la collaboration, je vais dire, efficiente. C'est pour ça que la question qui découle et que souhaiterais t'entendre répondre, à laquelle je souhaiterais t'entendre répondre, c'est de savoir, Martial Bissok, c'est quoi ta roadmap? Je suis dans une multinationale où on nous fait agir sur une feuille de route. Rien n'est improvisé. Tout est structuré. J'ose croire que tu as la même philosophie, que tu vas quelque part, que dans 5 ans, s'il plaît à Dieu, on te retrouvera quelque part avec une posture. Kenda parlait de posture tout à l'heure. J'aimerais savoir c'est quoi ta feuille de route. Je te retrouverai où dans 5 ans, dans 10 ans? Dis-le. Merci à Jean-Philippe. Alors, je vais vous faire un petit exercice pour répondre déjà par la fin. Est-ce qu'on peut faire ça? La personne ne peut tenir. Ah! Donc personne ne peut même savoir s'il peut tenir. Même là, chacun dit si personne ne peut tenir, mais lui, il veut que je dise dans ce cas, je n'arrive même pas déjà. Alors, mais disons que je suis cohérent. Mon père m'a toujours dit, toi qui parles là, c'est ta parole, ta liberté.
Le porol, c'est celui qui parle et tu ne te dédies pas. Et je ne me dédie pas. Ça me permet de rappeler un peu quand même que j'étais déjà à 100 hectares de plantation de bananes. En faisant ma télé, mes affaires et tout au Cameroun, je suis rentré de France. Et mon père aussi était en France, il était formé. Son père lui a dit rentre au village, reste là-bas. Mon père aussi me mettait la même pression. Et Constieka, j'étais à Télé Sud à l'époque, avait pris la responsabilité d'aller voir le patron de Télé Sud qui était son ami, Kabouré. Et il lui a dit, ce monsieur ne le laisse pas passer. C'est une pépite. Et le monsieur m'a augmenté le salaire, responsabilité et tout ça. Donc, il faut le dire. Hein, il est là, Constieka. Très peu de gens font ça. Mais je le dis quand même, pour être libre avec ma conscience. Et, mais tu te rappelles au moins, je n'invente pas. Non, parce que tu me regardes comme si... Alors, donc quand je suis au Cameroun, je suis dans cette activité. Et puis dans mon village, il faut savoir que je vous ai dit, voilà mon frère. C'est un grand directeur en Côte d'Ivoire. Il est là depuis plus de 30 ans. C'est un directeur général. Il gère une multinationale, tout ça. Et il sait que je ne peux pas mentir. D'ailleurs, c'est avec mon oncle, son grand frère, le professeur Tétani Ekoué, qu'on a mené les batailles les plus farouches. Parce que dans mon village, qui est comme une pépite au Cameroun, il y a à Yassoukou le pétrole du Cameroun vient de chez moi, aussi chez les anglophones. Bon, je ne vais pas expliquer ici de long en large. Mais dans mon petit village, j'ai 5 multinationales. Vous avez l'EVA, EVECA, vous avez la Socapa, Bolloré. Donc, ils ont encerclé. Et puis, vous avez de son côté PHP, la banane. Les gars, même là où on a investi, et quand j'entre déjà en production, les premiers hectares commencent à donner. Les gars nous mettent les caterpillars pour nous dire qu'on ne peut même plus entrer, faire de la chasse, même attraper un petit ébouti. La multinationale a tout barré. Mais ce n'est pas la faute de la multinationale, c'est la faute du politique, à l'époque, qui signe des ordonnances sans tenir compte de la vie des populations sur place. Et du jour au lendemain, on veut raser tout un village. Alors je monte une contestation, parce que je suis un leader, et je me retrouve, au début je fais sortir même les grands-mères. Même les vieux, je dis, où est donc la mystique africaine? Bon sang! Et puis on fait un conseil de guerre avec tous les vieux. Les gars de Bolloré, tout ça, enfin, ces gens-là nous disent, vous n'êtes rien, on va vous écraser. Et un vieux là vient me dire, Pépé, celui qui fait décoller l'avion ici meurt. On a dit ça à ces gens-là. Ils ont essayé de faire décoller leur avion, il y a eu crash. Ce pilote français qui est un jeune, il venait de Valenciennes, a cramé en l'air avec son truc. Après, j'ai réuni tous les vieux là, je dis, mais donc vous savez comment on détruit un avion et vous ne nous dites pas depuis? Il dit, c'est des choses mystiques. Même à moi, on ne m'a pas dit. On n'a pas dit. Mais pour dire qu'on est allé très loin dans la lutte, et j'avais constaté qu'au fil des jours, la résistance s'amenuisait. Donc, on était peut-être 100, après 50, après les gens ne viennent plus. Donc, ils ont retourné tout le village contre l'élite. Mais Jésus-Christ a souffert. Donc, dans votre propre village, même parfois au sein de votre propre famille, vous trouvez des gens qui deviennent vos ennemis parce que vous défendez leur terre. Et on leur dit, lui, les Français, il va rentrer, il empêche que vous soyez aussi riches. Mon histoire est l'histoire des révolutions en Afrique, où on est souvent mal compris et on est zigouillé. Et puis j'assiste à une réunion avec quelques-uns des frères où ils font la réunion pour dire qu'il faut m'éliminer. Je suis un danger pour leur bien. Parce que la multinationale vient acheter, soudoyer les petites terres, enfin, racheter la conscience. Et c'est ça qui m'a aussi fait partir du Cameroun. Merci de revenir là-dessus. Et le professeur Tétani, qui est mon oncle, a failli perdre. C'est un ministre, il a été recteur, patron du CUS et tout. Il a perdu presque tous ses postes à avoir parce qu'il lutte pour les terres. Les gens et les villageois disent, il nous dérange. Nous, on veut la bière et tout de suite. Et j'ai vu une vidéo ce matin d'un jeune de mon village qui se plaignait que cette société de bananes a rasé tout. Alors, si moi je voulais rester dans ces combats, je perdais ma vie. Moi, je n'ai pas 33 ans. Et maintenant, sur la politique, il faut donc savoir que nous ne pouvons pas faire de la politique demain si la masse critique n'existe pas. On fait la politique pour l'élection. Vous avez vu
qu'on a giflé le président français Emmanuel Macron, qui est mon ami. Mais tout le monde a condamné. Il dit même ses pires opposants, les Marine Le Pen. Parce qu'au-delà de lui, c'est l'institution. Mais en réalité, comme c'est un grand pays, le gars ne risque rien. 3 ans avec justice, c'est rien du tout. Et garde quoi, 5 000 euros. Avec un bon avocat, on l'enferme, après sa garde à vue, 48 heures, il a à peine 2-3 mois, il faut le camp. Mais ici, c'est soit la morgue, soit... Bon, bref. Mais c'est pour vous dire que, regardez le niveau de conscience politique. Ou même tes pires ennemis gardent la délicatesse, la finesse pour dire non, on se bat sur autre chose, pas sur ta gifle, mon gars. Parce que demain, je peux être président à ta place. Pourquoi il faut, si je me réjouis de ta gifle et je veux te battre aux élections, demain, moi, c'est le couteau qu'on va mettre et on va rire aussi de moi. Donc, ils ont sécurisé le niveau de réflexion d'un peuple. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Je vais chuter là-dessus rapidement pour être cohérent avec Jean-Philippe. Attention, dans tous les pays du monde, il y a toujours un petit bateau qui est très fâché. Il y a toujours une bande de gars qui estiment que c'est leur pays. Et on est en danger. Et ils sont manipulés par les autres intelligences. Ils sont très forts. Ils ont fait les sciences humaines. Ils savent comment haranguer. Et ça, ils trouvent là, public. Il suffit d'aller à la côté là-bas, dire aux gens que comme vous voyez là, voilà vos ennemis. Allez! Et puis tout se passe, et toi tu reviens dire, tu es là qui, écoutez, moi je trouve qu'il faut la paix. Parce que, ouais, ça c'est la démagogie politique. En réalité, donc, l'Afrique ne vit que de ça. Il n'y a pas de sincérité. Je pense que c'était ça ton inquiétude. Maintenant, donc, quand on a un destin, donc celui de prendre l'engagement, de sauver la République, donc la nation, il faut déjà qu'elle existe, la nation, qu'elle existe même. Donc, en France, vous avez trouvé ce petit rang de frontistes, tout ça là, très haineux. Même quand on va aux élections, même si tous les Français trouvent parfois qu'il y a trop de gens branches les uns, tout le monde ne peut pas le dire. Parce que si tu vas jusqu'au bout et que vous gagnez, Paris n'est plus balayé, les infirmières et tout ce petit monde soignant là, les cadres même vont fuir et le pays va disparaître. La preuve, le Front National a eu des mairies en France qui ont fait faillite parce que tout le monde parle. Qui peut rester là où tout le monde... Qui peut rester dans la haine? Oh, vous voyez donc que même dans les grands pays, on essaie de les contenir à 20%, même si on dit qu'elle peut gagner, ce que je ne crois pas. Ici, en Afrique, donc, c'est l'inverse. Les petits gens qui doivent rester dans les villages, là, ils sont 80%. Ils peuvent gagner. Et beaucoup arrivent même à la tête des États, et vous avez les conséquences. Le rôle de la politique, c'est de couper ce schisme-là de vérité pour dire au peuple, arrêtez, voilà un imposteur. Voilà un type qui veut vous manipuler. Voilà un type qui a du bon business. Parce que vous ne pouvez pas être une nation fermée. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. On a terminé? Une dernière question alors. Toute dernière. Il y a les livres, là vous les prenez, il y a la séance de dédicace, et puis on va au bar, il fait beau. Voilà. Non, il est là derrière, une dernière question. Oui, parce que j'ai déjà débordé quand même. Bonsoir, M. Martial. Bonsoir, mon cher. Je suis Abdallah Dialoré. Oui. Je suis manager d'artiste. Oui, ce soir, je suis très content. Et qui s'appelle Dogué Yaoré alors? C'est une artiste. C'est votre soeur? Ah, ok. Aujourd'hui, dans le monde entier, dans ma Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes sortent du circuit scolaire. Oui. Beaucoup de jeunes aussi n'ont pas été à l'école. Et il y en a qui sortent de l'école avec beaucoup de diplômes, mais sont des chômeurs. Quel conseil donnez-vous à cette jeunesse-là pour pouvoir s'en sortir? Puisque nous allons à la mondialisation, à la compétitivité. Le président de la République a prôné l'émergence. Comment la Côte d'Ivoire va faire pour répondre, pour être présent à ce rendez-vous de la mondialisation, à ce rendez-vous de la compétitivité, dans toute l'Afrique aussi d'ailleurs? Là, vous n'avez pas parlé aussi de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel conseil vous nous donnez? Très bonne question. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire parce que la mode aujourd'hui, c'est les influenceurs, investisseurs. Comment faire le poulailler avec 1000 francs? Je ne suis pas un homme de poulailler.
Si nous tous on commence à faire le poulailler, on va augmenter la misère. Et ces gens sont très populaires sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un scientifique d'abord. Je suis venu élever un peu la conscience. Parce que j'arrive, je vois dans les villes africaines maintenant, chacun élève les poissons chats dans une bassine, un tonneau. Et il dit qu'il a payé. Et d'ailleurs, parfois, il paye 1 million pour commencer un business de 100 000. Mais mets les 1 million dans ton business, tu as besoin de 3 000 pour faire tout. Bon, bref, il faut les encourager. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est la start-up nation. C'est l'innovation. C'est là où tu augmentes la plus-value. C'est là où tu mets le savoir. C'est là où et les petites multinationales, les start-up aujourd'hui, qui sont des multinationales, aujourd'hui ont été des petites start-up. Zuckerberg voulait percer les boutons dans sa chambre d'hôtel, parce qu'il n'avait d'étudiants, parce qu'il n'avait pas de petites copines et tout, il était aigri et frustré. Il dit, bon, au moins, lui étant caché derrière l'ordinateur, il peut saluer une fille à distance. Et lui-même ne savait même pas que ça allait produire des milliards. Donc quand je dis aux jeunes, arrêtez-moi tout votre truc de business plan, ce n'est pas des jeux. Quand vous êtes dans un élan de croissance divin, parce qu'on est dans la spiritualité, un entrepreneur est un spiritualiste en réalité, puisqu'il donne de l'emploi. Il a des familles à payer chaque mois, c'est Dieu qui fait ça. Et parfois, à la fin du mois, le gars, lui, boit au bar, il attend sa paye. Il ne sait pas que le patron, lui, n'a pas dormi parce qu'il faut qu'il vous paye. Il n'y a que Dieu, il a un pouvoir. Quand tu n'as pas de charge à payer, tu ne peux pas comprendre. Alors, les entrepreneurs, c'est une autre dimension de la spiritualité. D'accord? Et maintenant, pour qu'ils soient là, dans ce chemin-là, il faut qu'ils aient une idée, un songe, une vraie motrice de création. Et dès qu'ils ont leur idée, ils vont à la rencontre parfois du financier, de tout ça, et leur idée s'achète et se développe. Et là, l'entrepreneuriat ne maintient pas dans la pauvreté, c'est ça qui devient les buildings demain. D'accord? Or, chez nous, depuis qu'on parle d'entrepreneuriat, tu retrouves les mêmes gars en train d'élever les cochons. Il te dit, il avait 5 cochons, il a encore payé une formation, il a 2 cochons, il a 3 cochons, qui ont fait 3 cochons. Tu dis, mais, mon frère, c'est quel héritage? Tu trouves en Afrique, une maman dit l'entrepreneuriat, elle braise à loco et les poissons. Sa fille est de l'autre côté, sa fille dit j'ai remplacé ma mère, qui braise à loco et tout. Et en Afrique, ça passe à la télé et on nous dit c'est l'entrepreneuriat. Mais c'est la médiocrité. Et comment donc faire pour sortir de la médiocrité? Et c'était ça ta question, c'est, je reviens là-dessus. Oh, les 3 dimensions de la vie humaine qui amènent à la libération. Notez-le s'il vous plaît. On ne vous le dira pas. Je ne reviendrai pas en Côte d'Ivoire. Enfin, pas gratuitement. Je perds trop d'argent ici. Ce que je vous donne là, je fais des conférences à $1000, 1000 euros. Oui, oui. Ma productrice est là. 1000 euros au jour 5. Voilà. Je ne sais pas si on a payé même ici. Alors, notez quand même qu'il y a 3 dimensions de la libération de l'homme. L'homme est dirigé par 3 forces. Il y a la force de la gravitation, la force électrostatique, les forces électrostatiques, et en 3, les forces nucléaires. Vous venez mettre chacun un biais là. Ça va vous sauver la vie. Mais je suis dans un business conférence. Je ne suis pas à l'église ici. Où mon église, c'est la conscience, le savoir, l'argent, le business. J'ai une banque, n'oubliez pas. Donc, avant la fin, chacun vient ici. Il me voit. J'ai un cousin qui s'appelle Maître Dimé. Ngeda Dimé. Il est avocat. Donc, je vais vous demander la dîme. Hein? Vous venez donner la dîme à Maître Dimé. D'accord? Bon, enfin, pour être plus sérieux, je viens de vous donner les 3 grandes forces pour que l'Afrique se développe. Maintenant, vous me parlez de survie et d'éducation. Vous voyez qu'un type comme moi peut être nommé dans quel pays en Afrique? Peut-être la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays en Afrique qui tolère le talent. J'ai des grands frères ici qui ont vieilli ici. Ils connaissent même plus leur pays. Ils sont mieux ici que...
C'est ça un grand pays. Citez-moi combien de pays où tu peux être chez toi. Moi, je suis en insécurité partout en Afrique, même chez moi. Je vous dis ça franchement. Donc, comment se sentir bien? Quand tu arrives ici, c'est comme si j'ai déjà fait 6 ans ici. Je n'ai que fait 2 jours ou 3, je ne sais même plus. Je retrouve une intelligence collective. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. C'est à vous de profiter. Et l'école, s'il y a peut-être un dirigeant, on peut mettre mon livre au programme. Pourquoi mon livre au programme à Sciences Po? Et ici, on me dit, tu as d'abord vu, je ne vois personne. Ma suite est chère à payer. Je n'ai pas le temps. Il faut aussi parfois qu'on aille vers les savoirs, vers ceux qui savent. Ceux qui savent sont très marginalisés dans ce pays, dans ce continent. Le savoir est un crime. Tu heurtes la médiocrité environnante. Tu déranges ta famille. On te dit de te taire. On te fuse. On te dit, j'ai trouvé un gars, j'ai vu une vidéo qui a créé l'électricité par les feuilles de manioc. Mais j'ai essayé d'enquêter, j'ai envoyé mes gars, c'était au Congo, on me dit qu'il n'a même pas payé son loyer depuis 6 mois. Est-ce que c'est possible dans un pays? Est-ce que c'est possible? Donc, c'est à nous-mêmes de changer le management. Le problème, c'est pas... Les autres ne vont pas venir vous développer. Dès que tu crées une petite idée, on achète. Zuckerberg est parti des États-Unis pour venir prendre au Nigeria un petit qui a créé un logiciel, je ne sais pas de quoi, à 20 millions de dollars. Il a cherché le petit là lui-même à Lagos pendant 2 jours. Le petit n'avait ni maison, ni adresse, ni travail. Et ceux qui font les films sur Hollywood avec les téléphones portables. Vous avez vu la domotique tout à l'heure. Si j'avais une roche à Dubaï, où je suis en train de lancer ma société, il ne rentrera plus jamais en Côte d'Ivoire, même en vacances. Pendant qu'il est là, vous voulez donc que je touche qui? Je peux aller appeler le président, je ne sais pas, mais c'est à nous-mêmes, à chaque niveau, d'être conscient qu'il faut se développer. Voilà. On va encore applaudir très fort pour notre conférencier. Je crois qu'on a passé 2 bonnes heures très enrichissantes et il nous fait l'honneur d'être parmi nous. C'est ce grand frère à cette sommité intergénérationnelle des médias. Il va venir ici vous adresser un mot. Je vais appeler sous vos ovations Monsieur Consti Eka. Merci Monique, merci pour ta brillante prestation, surtout la direction de cette conférence. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette écoute d'une intelligence africaine. Merci véritablement à Martial d'avoir pensé à la Côte d'Ivoire pour la dédicace de son livre, de son chef-d'œuvre, de son bébé. Alors Martial, tout simplement bravo. C'est le seul mot. Bravo, bravo. Et je demande au public et que tu saches, Martial, c'est le petit, je ne saurais jamais, et je crois que pour les uns et les autres, me lever de cette salle où je vois beaucoup de cerveaux. La Côte d'Ivoire devait savoir dès ce soir que si vous voulez véritablement regarder une belle chaîne de télé qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, parce que le promoteur est un frère et qui a travaillé longtemps dans les métiers de la télévision et de la radio à Paris, dans les mêmes sillages que moi. Il s'appelle, il est ivoirien, et nous devons, pour essayer de rester dans la lignée de ce que Martial disait tout à l'heure, nous devons nous soutenir. Sans ce soutenant, tous, on arrivera à faire des leaders chez nous, à ne pas voir des cerveaux disparaître. Et j'aimerais qu'on ovationne très fort mon frère
Ephraim Yoko qui est là, qui va se lever. C'est un brillant garçon. Sa chaîne est sur le bouquet Canal 7 au numéro 47. N'allez plus regarder France 24, il nous pourrissent la vie. Je ne vous cache pas. Vraiment, allez à 47. Vous avez tous le bouquet. De toute façon, en Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas le bouquet Canal+, il ne peut rien suivre. Il est ivoirien, il n'a pas de moyens. Mais allez voir ce que sa chaîne fait. Je ne parlerai pas de la mienne. Je crois qu'à les prochaines éditions, mon jeune frère Yves de Béla m'a sérieusement parlé dans ses émissions. J'ai une chaîne satellitaire, CNN, qui est sur le satellite. Et une autre qui est sur Internet, pour ceux qui parlent d'Internet à chaque fois, alors que nos gosses ici n'ont même pas 200 francs par moment pour te retrouver, toi, qui disait tantôt, pour se mettre du crédit Internet. On ne peut pas regarder, on peut balancer une chaîne sur Internet. Ok, mais on y est déjà. Donc je souhaite que tout Ivoirien, dites-le aux autres, au même titre que ceux qui adorent le côté people, le côté musical, se sont tous accaparés la chaîne Ivoire FM, Ivoire TV, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, côté musical, c'est très bien. Mais je souhaite que tous, autant que nous soyons déjà Ivoiriens, et en Côte d'Ivoire, et ensuite le monde, qu'on se focalise tous sur la chaîne Sud Première, ça s'appelle, qui est au bouquet au numéro 47. On amènera avec nous, j'ai écouté notre sœur qui est au port. Au port, mettez de l'argent pour aider nos chaînes de télé. Mettez. Sud Première a besoin d'argent. J'ai écouté Belay, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Mettez de l'argent, n'allez pas sur les autres chaînes. Là. Ces chaînes qui nous traumatisent au point que des jeunes cerveaux que nous avons n'arrivent même pas à décoller parce qu'il n'y a pas de financement. Martial, nous devons tous acheter ton bouquin. Je refuse que tu me l'offres. Je vais l'acheter. Tu me feras une belle dédicace, même si. Mais en dernier lieu, hein, quand tout le monde sera parti, tu feras ta dédicace. Donc il était très important que tous, autant que nous sommes ici, allons vers les nôtres. Quand on voit un brillant cerveau, monsieur Ego, aidez-vous s'il vous plaît, un tout petit peu. C'est un brillant marketeur, un expert en marketing. Ça fait plaisir. J'étais assis là, je vous ai dit tout à l'heure à Consti. Tu ne peux même pas te lever parce que ce que Malik fait est exceptionnel. Ça aurait été un autre, il aurait pris 3 heures. Mesdames et messieurs, 3 heures. Il oublie que ce n'est pas son show. Il oublie qu'il y a une courroie de transmission qui doit juste annoncer les avancées et laisser parler la star de ce soir qui est Martial Bissoc. Martial, merci. On va applaudir très très fort. Martial, on est peut-être une 50aine, mais le corps de la profession t'a honoré. Ils sont tous là. Yves de Béla est là. C'est l'incontournable à Abidjan le samedi. On n'écoute aucune autre radio le samedi que son émission. C'est vrai ou c'est faux? On va applaudir pour lui. Je reviens encore tous. Non. Ce que je fais pour vous, vous ne le faites jamais pour moi. Ça, c'est la boule bouillante. Martial, tu es venu ouvrir la boîte à Pandore, mais une boîte à Pandore positive. Je vais vraiment vous demander à tous. Je parlais de Yves de Béla, mais c'est du fond du cœur. Parce que personnellement, en tant que promoteur de 2 chaînes de télé, d'une chaîne de radio Voltage 2, je connais les difficultés. Je vous demande à tous, la Côte d'Ivoire, je dis bien la Côte d'Ivoire, je me répète, mais c'est important. Quand on vous a comme ça, il faut que le message passe. La Côte d'Ivoire, un fils de Côte d'Ivoire, dont je connais les studios et les bureaux à Paris. Je connais depuis 40 ans. On a fait la radio à Paris.
Il a fait les plus beaux jours des RFI. Il a fait les plus beaux jours de plein de médias. À monter sur Bonnière. Vraiment, on sortit d'ici chacun chez soi, mettez 47 pour regarder ce que c'est. Et pour vous, vous êtes un expert en marketing et quoi, gardez vos gens là, qui ne veulent que mettre l'argent sur leur chaîne de télévision, qui nous abondissent, qui abondissent nos jeunes. On parlait de toi, mais jamais Ephraim Lupo n'aboutira, va permettre que les jeunes de Côte d'Ivoire s'abondissent. C'est impossible. Tous en regardant ces chaînes, et si on veut s'amuser, Ivoire TV, et si vous voulez un peu upgrade par moment avec le satellite, CNN. Merci à toi, bravo, félicitations. Merci mon ami. Merci infiniment, M. Constier-K, pour cette belle preuve d'humilité. Merci pour votre participation. À présent, nous allons ouvrir la séance de dédicace pour ceux qui veulent bien se procurer le dernier bouquin de M. Martial Bissop, Partir comme un devenu. Il est disponible là et vous pourrez le faire dédicacer directement. Il est à 20 000 francs CFA. Merci. Et après cette séance de dédicace, nous nous retrouvons tout juste dehors pour boire un petit verre ensemble, échanger. Et puis après ça, on pourra se dire au revoir et à très très bientôt. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par le livre, il est disponible. Merci. Les causeries continuent derrière là-bas. Oui. Tu commences par toi là. Alors. Est-ce qu'on paye? Bon. On paye. C'est à lui directement. Non. Michel, viens s'il te plaît. Ah. Où ça va? Ok, gère alors. Le débat là en même temps. Oui, attends, d'abord on libère ça. Non, il demandait. Non, je te laisse gérer. Je prends pour les livres, nous prends pour les tickets. Non, donne. Jojo, Joseph et Poupée. Tu ne vas pas me rappeler ton nom quand même. Non, c'est pas et Koé. Oh, c'est bon. Alors, Sanogo. Check. Est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai adoré. C'est qu'il y a d'autres joueurs. Depuis Paris, rive gauche. Oui, depuis la rive gauche. Rive droite, non, à la rive droite alors. Mon cher frère, check. Mais ton chèque là alors. Moi, on m'a dit check, Ivan. Voilà. Qui voulait encore? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je mets qui? Hein? Ah, mon très cher. Ah, bon, je vais vite, hein. Kamagaté. Kamagaté. Et le général Kassaraté où? Il est décédé. Ah bon? Oh, comment ce pays? Qui avait déjà le livre? La première, la plus avantagée. Elle a fait ça après. C'est qui avait dit après. Je me lève pour offrir. Qu'est-ce que je mets comme prénom? Marie-Thérèse Nda. On laisse. Ah oui, pourquoi on court même, dis donc? Pourquoi vous me stressez? Ah, ma très chère Marie-Thérèse.
N-D-A-H. C'est tout. Ah. Nda, c'est jumeau. C'est en Côte d'Ivoire. Et c'est en quelle langue? C'est en Baoulé. Quand vous entendez Nda, c'est qu'il y a un jumeau. Et nous, on va alors manger placalican. C'est comme ça, il faut plus. Merci, à la fin. C'est ça. Ok. Merci. C'est bon. Bon, merci. Alors, oui, mon très cher. Qu'est-ce que je mets? Ah! On m'a dit que la présidence est représentée. Ah, mais c'est toi qui encaisse. C'est moi qui encaisse. Ah, mon cher Ouattara. Ça 2 T. Oui, 2 T. Bien sûr. C'est moi qui encaisse. Mais de toute façon, je l'ai. C'est ça. Je crois que... Eh, non. Oui, ah ouais, la photo. Voilà. Madame la caissière. Oui, merci. Moi, c'est à mon époux. Parce que je vais. Monsieur connaît. Voilà. Koné Brahim. Voilà. Il est en direct. Non, il n'est pas en direct. Connaît. Brahim, B-R-A-H, voilà, 2 E. Bon, c'est pas grave. Voilà. Brahim. Oui, Brahim. Mais c'est pas grave, c'est lui. Ok, merci. Et celui-là, on n'a pas encore. Parce qu'il faut qu'on lui fasse. Découvre-le. C'est lui qui m'a permis de faire cette découverte. Vous êtes toute belle. Merci. Donc il faut que je lui réserve ce but. Vous êtes vraiment comme ça. Merci. Voilà. Avec madame. Merci. Oui, non, ça. Pas tout. Voilà. Ça va? Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour les livres là? Ok. Je suis venu avec mon fils. Oui, vous voyez un peu l'équipe là. Roche, complétez-lui là. Passez ici. Comment Brahima Ouattara n'a pas... Dobi Yaoré. Vous voyez Roche qui vous complète. Sauvez le monsieur. Non, on n'a pas ça là maintenant. Elle peut commander, on va lui envoyer. Elle peut donner l'argent. Bon, si on n'a plus... Roche. Si on n'a plus... Frédéric. Ma chérie, ma fille. Commandez. N'allez. Ah, ben je vais répondre. Vraiment, s'il ratait ça, c'était pas bon. Ah bon? À la télé, quand vous parlez de... C'est midi. Ah, oui, la télé n'est pas faite pour ça. Donc, vraiment, j'ai tout fait. Comment tu dis même village? Tu es ma fille. Oui, c'est ça, de Lagos. Ah, ma très chère Frédéric Mouko. Mais sinon, vraiment, j'ai trouvé bien. C'est plutôt Q, hein? Oui, Après, c'est pas assez commun pour une femme. Ok. Oh, mais tu m'as fait faire une phrase. Oui, c'est bon. Le buffet est après dehors. Ok, c'est bon, on y va là. Hein? Le livre là,
Oui. Je suis venue avec mon associé. C'est bon? Oui, voix orange. Il est complet. Parce que la compta. Voilà. Alors, Monsieur elle est basée ici. ok. Athanase. Niaouré. Athanase Niaouré. Athanase. Niaouré, G-N-A. H-O-R-E. Niaouré. Oui. Pas U, c'est G, il n'y a pas N. G-N. Ah! Nia, H ici. Oui. Et puis O-R-E, c'est plus. Là, c'est devenu une carte de visite. Oui, oui, je Carte de visite, Oui. on Oui. les a pas. Non, une carte, c'est un monument. Je suis un manager d'artistes. Un manager de nous, on voyage à travers le monde. Donc, vieux moi aussi. Et j'aurais besoin du. Bon, je vous mets mon numéro de téléphone hein, et mon WhatsApp, donc n'ayez pas peur. 06 99 33 83 93. Nous, on cache beaucoup de choses. En Afrique, on meurt avec une chose. Madame? Alors, pour l'offrir à mon père, qui m'a appelé depuis Yam Secours, qui nous a suivi hier à la télévision. Il m'a appelé depuis Yam Secours pour me dire fais tout pour rencontrer le monsieur. Moi, je travaille au Pullman, je suis responsable commercial des hôtels Accor, Sofitel. Mais qu'est-ce qu'on a payé cher là? Allez, c'est 50 000. Donc voilà, il s'appelle monsieur Michel Ndia. À mon très cher. Michel. Ouais. Ndia, c'est N apostrophe Ouais. D-I-A. D-I-A. C'est ça. Excusez-moi, je peux avoir une photo après. Bien sûr. Ok. Oui, on a presque fini.